Bienvenue. Devant les génuflexions généralisées ambiantes, nous prenons la tangente et nous vous présentons le livre Le Tour de la France par deux enfants de Augustine Fouillé, qui prit le pseudo de Giordano Bruno pour l'écrire. Écrit donc en 1877, c'est un véritable outil de propagande de la Troisième République. C'est même le numéro 1 des ventes toutes catégories Amazon de l'époque. Nous parlons ici de 7,4 millions d'exemplaires en 1914. Plus de 500 éditions et rééditions. Un livre qui a bercé des générations d'enfants. Le roman apparaît au cœur de l'ordre moral prôné par MacMahon, sous cette Troisième République naissante et désireuse de s'imposer et de marquer son territoire. Le Tour de la France suinte la République, mais sans jamais utiliser le mot République. Le périple, puisqu'il s'agit d'un long voyage, parsemé de rencontres fortuites ou programmées, mais surtout riche en expériences, en émotions, en apprentissage, ce périple donc s'explique par la volonté des deux enfants d'aller en France, de la chérir, de l'aimer, de la servir. Pour quelle raison ? Eh bien parce que leur père, dans une scène touchante, leur murmura dans son dernier souffle le mot magique de l'époque, France. Les enfants venaient d'Alsace-Lorraine et ils n'étaient pas français puisque l'Alsace-Lorraine venait d'être perdue et gagnée par les Prussiens. Les enfants doivent donc retrouver leur oncle pour qu'il les reconnaisse et fasse d'eux des Français. Les personnages qui sont dépeints au gré de leur pérégrination ont un seul point commun, avoir œuvré pour l'intérêt général de la France ou avoir fait briller la France à l'international, si nous pouvons parler comme ça déjà. Le livre cherche donc à former des citoyens français patriotes et non plus des chrétiens. Nous le verrons en conclusion. Des citoyens français venant de toutes les régions, arborant à chaque fois leur particularisme, leur spécificité, mais tous patriotes. Le livre use à chaque fois de la même technique. Les enfants arrivent à un endroit, ils sont émerveillés, ils sont étonnés, ils se questionnent et une autorité supérieure, paternaliste très souvent, leur donne une explication logique. Donc pour un enfant d'aujourd'hui, c'est un roman d'une richesse considérable. Sciences naturelles, économie domestique, géographie, histoire, instruction civique, instruction morale, hygiène, agriculture. Bref, c'est tous les sujets qui sont prévus par l'école nationale avant même, laïque et gratuite, avant même qu'elle n'entre en vigueur en 1881. Autant le dire tout de suite, aucun livre d'aujourd'hui n'arriverait à la cheville, soyez-en certains. Constamment, malgré la propagande que nous avons déjà un peu évoquée, il y a une volonté d'élever les enfants, de les améliorer, de les faire se questionner, et de manière virile qui plus est. L'essentiel, la deuxième partie, se divise en 4 phases. Nous parlerons des régions, puis de la société française, puis des conseils de vie pratique. Enfin, nous verrons la morale. Voyageons ensemble dans la France de 1880. C'était il y a plus de 140 ans. Pourtant, c'est comme si nous parlions d'un autre pays. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. La Lorraine, forcément, ouvre le bal des découvertes, des redécouvertes. L'industrie y est prégnante avec la papeterie, la verrerie, la fabrication d'instruments, les fleurs artificielles, dont Nancy est un haut lieu. Cependant, outre Drouot ou le général Chevert, la fierté de la Lorraine et a fortiori de la France entière demeure Jeanne d'Arc, bien évidemment, dont l'histoire nous est contée sur plus de 3 pages. Arrive ensuite la Franche-Comté, Besançon et sa citadelle, ville qui donne l'heure à toute la France grâce à son horlogerie. Même dans les fermes du Jura, en plus du fameux gruyère qu'elles produisent, on participe à l'industrie horlogère en produisant des ressorts. En Savoie, la nature éblouit les deux enfants, la montagne, les animaux, les troupeaux. Arrive ensuite la Bourgogne, région riche en vin, mais aussi en grands hommes, dont la droiture est soulignée, Saint-Bernard, Bossuet, Monge, Vauban. Et le Creusot,
avec un Z à l'époque. Le Creusot, fleuron de l'industrie française et européenne même, avec son marteau-pilon et ses mines de houille. Les galeries souterraines de ces mines, tout cela démontre le travail colossal abattu par des Français avides de construire une France puissante. Plus loin dans le Morvan, il est évidemment question des forêts et du travail du bûcheron. L'on y apprend que c'est un certain Jean Rouvet qui, à la fin du XVe siècle, eut l'idée de faire flotter les bois sur les rivières pour les apporter à bon port. En Auvergne, nous apprenons que les maisons sont construites en lave, aussi dure que le marbre. Cette lave qui apporte tant de fertilité à cette région. Pâtes, semoules, fruits secs. La ville de Lyon impressionne par sa grandeur et sa beauté. L'industrie de la soie l'a fait prospérer et briller à travers le pays. Et le marché ou la foire locale mettent en évidence les diverses productions nationales. Après être passé par Saint-Étienne, la nouvelle cité industrielle, les enfants visitent le Dauphiné et prennent connaissance de l'industrie de la soie là aussi. L'on y apprend cette histoire méconnue de moines qui importèrent de Chine des œufs de verre à soie avec des plants de mûrier. Ils avaient caché cela parce que les Chinois punissaient sévèrement ceux qui s'aventuraient à prendre ce risque, car l'industrie était trop précieuse. Et c'est le pape Grégoire X en Avignon qui développa cette industrie du verre à soie. En Provence, justement, après Avignon, les enfants s'arrêtèrent à Marseille pour y apprendre le vocabulaire de la marine et y visiter un paquebot. L'organisation de l'embarcation et sa capacité de transport subjuguèrent les petits Français, avec ses cabines, etc. Ils durent emprunter par la suite le canal du Midi, construction astucieuse créée par l'ingénieur Riquet. Les voilà dorénavant à Carcassonne, cité du miel, puis à Toulouse, où l'on fera l'éloge du jurisconsulte Cujas. En remontant vers le nord depuis Bordeaux, les enfants prennent des leçons sur l'océan, les marées, les richesses maritimes, les animaux, les aurores boréales dans le nord. La marine française est à l'honneur avec la formation des officiers à Brest. La mer, l'océan, la France est riche aussi de ses terres fertiles du Maine, avec le chanvre, le lin, et de l'Anjou, avec le vin, des magnolias, des grenadiers, et de Normandie aussi, avec les produits laitiers. Aussi riche de son commerce grâce au port de Normandie toujours, Le Havre, Granville, Rouen. Malheureusement, l'océan connaît aussi des caprices et nos héros passèrent très proches de s'échouer. Mais l'entraide et la bravoure ne les quittèrent jamais. Les voici dans le nord, maintenant à Dunkerque, où la pêche prédomine. Cette région du nord est peut-être la moins favorisée par la nature, mais ses habitants sont travailleurs et volontaires. Philippe de Girard en est un exemple brillant. Ils arrivent ensuite en Champagne, à Reims. Forcément, ils admirent la cathédrale. Enfin, parvenus à leur Alsace-Lorraine natale avec leur oncle, ils sautent de joie devant la bonne nouvelle. L'État verse 6 500 francs à Franz, donc leur oncle, pour prendre soin des enfants. Le lendemain, en guise d'apothéose, ils partent pour Paris afin de toucher cet argent dans une grande banque. Apothéose, oui, car Paris est une mini-France, une sorte de France condensée. On le retrouve tout le travail des régions traversées précédemment. C'est aussi un concentré d'intelligence, Paris. C'est là où toutes les grandes écoles permettent à la France d'être parmi les plus puissantes nations, intellectuellement parlant. Le livre avait débuté sur le thème de la guerre, il clôt son récit sur le même thème. Les ravages que la guerre cause, même bien après son passage. On le voit avec l'exemple de l'Orléanais. Le travail est le seul remède de la guerre. Mais alors que pouvons-nous nous dire sur la société française de l'époque ? L'une des premières choses qui sautent aux yeux, c'est l'omniprésence des femmes actives, des femmes qui travaillent. La grande majorité savent lire et écrire. Elles prennent une place prépondérante dans l'industrie française. Exemple, la broderie en Lorraine ou la dentelle en Auvergne. Toujours des travails minutieux. Près de 70 000 ouvrières d'ailleurs. L'idée de l'importance de l'instruction aussi. Et non pas l'éducation, vous l'aurez noté, jalonne le livre. Par exemple, le petit Julien tient à connaître l'histoire de la France auprès de Madame Gertrude, qui agit comme une sorte de passeur de mémoire collective française.
Autre exemple, dans le Jura, les villageois mettent toutes leurs vaches ensemble afin de les laisser sous la surveillance d'un seul pâtre. Le but, c'est permettre à tous les autres enfants d'aller à l'école. Aussi, le contraste est saisissant avec la Savoie, sans instruction, car récemment française, et où les enfants travaillent, par exemple comme ramoneurs. Les citoyens de la Troisième République s'impliquent dans les affaires courantes à travers les conseils municipaux qui gèrent l'argent des villes. L'harmonie règne. Enfin, le livre cherche à promouvoir une harmonie plutôt. L'industrie, l'agriculture, l'administration œuvrent pour le bien collectif et se complètent. Dans certains coins de France, comme dans le Dauphiné par exemple, on ne parle pas encore français, mais un patois du Midi. Cependant, on sent dans le ton très républicain du livre cette volonté, sans y voir une critique ici, de généraliser l'école. Au cœur de la société française, l'armée est omniprésente. La défense nationale n'est pas un vain mot, c'est une nécessité ancrée, quelque chose qui ne se discute pas. On montre aux enfants comment les armes sont faites à Saint-Étienne, soulignant ce que l'armée doit à ses usines de la Loire. On leur montre aussi les cuirassiers, dans le port de Toulon, rendant la marine française fière d'être la deuxième puissance mondiale après la Grande-Bretagne. Ou encore l'école de la cavalerie de Saumur. Mais alors que serait la France sans son artisanat aussi? Évidemment, ceci est valorisé tout au long du livre, par exemple en Provence avec Pierre Puget. Culturellement, les Français prenaient des bains de mer salée. L'État récompensait d'ailleurs les élèves les plus méritants et en les envoyant sur le littoral atlantique. Ce qui est cocasse, c'est que le livre donne aux enfants certains conseils pratiques, entrant dans le cadre du cours d'économie domestique, né en 1881. Ce qui surprend d'emblée, c'est que le livre s'adresse à des enfants comme à de futurs responsables. Il n'existe... Oui, il y a du paternalisme, mais on ne sent pas une supériorité, on sent une volonté de les élever. On s'adresse à ces enfants comme à des personnes qui devront prendre des décisions, on les éclaire. Cela commence avec les animaux. L'idée qui transpire est de demeurer en harmonie avec eux, de bien les traiter, bien les nourrir, bien les abriter, leur offrir de la place. Nous apprenons par exemple que les gendarmes avaient puni un bisontin qui maltraitait son cheval. S'occuper d'un cheval, donc, c'est minutieux, c'est rigoureux. Il faut savoir le laver, le faire boire avant de lui donner de l'avoine. Tant de conseils pratiques pour le garder en santé. S'occuper des animaux, certes, mais aussi savoir tenir une maison, car il existe une hygiène de l'habitation. L'hygiène est omniprésente dans le livre, aussi bien corporelle que de l'habitation. D'ailleurs, les deux se rejoignent. Le livre balaie l'idée des porcs qui seraient sales. Ils se vautrent dans la boue car, sujet aux maladies de peau, l'éleveur ne les a pas emmenés au ruisseau. Le porc prend soin de sa litière, sinon. Les chèvres aussi sont des animaux qui s'accommodent parfaitement à l'étable. C'est la stabulation. Si l'étable est propre, que les animaux sont respectés et nourris avec soin, la chèvre peut rapporter énormément à son propriétaire. Il est question aussi d'arbres. Par exemple, le pin est un arbre mis à l'honneur. Il est vu comme une véritable bénédiction tant il est précieux et assainit les sols. Nous voici maintenant avec le code moral, puisque c'est ce qui est le plus intéressant. Quelle morale la Troisième République cherche-t-elle à inoculer dans la tête des petits-enfants de l'époque, puisque c'est ce qui va marquer plusieurs générations. C'est donc la part la plus intéressante donc, du livre qui distille à destination des enfants, le public cible, des maximes de vie au début de chaque chapitre et des conseils de réussite. Une véritable volonté d'élever ses enfants à travers un code moral. Bien se tenir, bien se comporter, se mettre beau et propre, aider son prochain. Les personnes que les orphelins rencontrent au gré de leur voyage cherchent constamment à leur apporter quelque chose et jouent le rôle collectivement de formateur. Mais ce n'est jamais sirupeux. Les adultes s'adressent aux enfants de manière directe, sans changer de ton de voix ou de vocabulaire, même pour les reproches, comme par exemple le jour où un aubergiste leur reprocha d'avoir payé d'avance ou d'avoir donné leur argent un peu trop en avance à un taxi, d'avoir payé avant d'être arrivé, en fait, une course.
Savoir gérer son argent revient aussi avec insistance. Sans être pingres, les enfants doivent se montrer économes, puis savoir investir avec intelligence, discernement, toujours dans l'esprit de rendre service à l'autre. Le livre les enjoint même à démontrer leur honneur au quotidien et leur probité. Le code moral, toujours, passe aussi par des figures, des personnes à admirer. Toujours sous l'égide de la droiture, l'honnêteté intellectuelle, le patriotisme, tout cela transpire chez ces héros qui jalonnent les livres. Un exemple flagrant, c'est évidemment, après celui de Jeanne d'Arc, c'est évidemment celui de Vercingétorix, le fameux « Nos ancêtres les Gaulois ». Ça a longtemps été reproché à la Troisième République. Ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. On entend toujours ce reproche souvent de la part de personnes immigrés, reprocher le fameux nos ancêtres les Gaulois. Le chef gaulois Vercingétorix est honoré pour son courage et sa capacité à donner sa vie à sa patrie. D'ailleurs, à la page 137, lisons un petit passage. À la fin du récit de la vie de Vercingétorix, il y a cette petite question qui est posée, qui n'est pas du tout anodine. Laquelle voudriez-vous avoir en vous? De l'âme héroïque du jeune Gaulois défenseur de vos ancêtres ou de l'âme ambitieuse et insensible du conquérant romain? Ce qui est important ici, c'est le mot âme, c'est-à-dire cette référence à l'âme. Quand on saura qu'une bonne partie du livre sera caviardée quelques années plus tard, parler de l'âme à ce moment-là, nous le verrons en conclusion. En Auvergne donc, lorsque furent racontés les exploits des Gaulois face aux Romains, l'honneur est glorifié. L'honneur qui est une vertu qui semble totalement disparue aujourd'hui. L'honneur mais aussi la probité, encore une fois, à travers les personnages de Deray et de Michel de l'Hôpital. Et c'est toujours en Auvergne que lorsqu'un incendie se déclenche, tout cela stimule l'entraide chez les protagonistes. Ce n'est pas vain évidemment. Dans le Dauphiné, c'est l'histoire du chevalier Bayard qui nous est contée, homme à la vertu chevillée au corps. À travers lui, c'est même toute l'histoire des chevaliers qui est remise au goût du jour. Leur bravoure, leur volonté de servir les plus faibles, les plus pauvres, les opprimés. Passage important, à Marseille. Port de commerce par excellence. Et comme c'est un port de commerce par excellence, c'est un port où une espèce de mixité ethnique est visible. C'est donc assez logique que c'est à cet endroit-là que l'auteur prend le temps de faire visiter le monde. Ainsi, une petite parenthèse est ouverte au sujet des 4 races présentes sur Terre. Alors pour eux, il y a un dessin que nous mettrons en incrustation. Il y a un dessin qui montre la race blanche, la race noire, la race asiatique et la race indienne, avec des descriptions physiques de chacun. Et après avoir fait quelques petites recherches sur le livre, après sa lecture, nous sommes rendus compte que constamment revient ce reproche de ce que nous allons vous dire là. La petite polémique donc, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pourquoi le livre est tombé en désuétude, c'est lorsque la race blanche est qualifiée de race la plus parfaite. Alors évidemment, c'est ce qui est reproché au livre partout, vous le trouverez partout. Seulement, il ne faut pas y voir une sorte de racialisme de l'époque, pas du tout. Il faut que ça entre dans l'explication globale du livre. Il faut plutôt y voir une part de fierté, un amour de soi. Oui, c'est vraiment très très difficile à comprendre en cette période de génuflexion et de masochisme ridiculement éhonté. Donc il y a vraiment il faut bien comprendre que c'est un amour de soi qu'il y a dans cette description et non une volonté d'imposer une supériorité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la preuve, c'est que il n'y a rien dans le livre qui laisse supposer que l'on soit supérieur à d'autres. D'accord ? La preuve, c'est que les autres races ne sont jamais dénigrées dans le livre. Les autres pays ne sont jamais vilipendés ou moqués ou insultés. Pas même la Prusse d'ailleurs, malgré les exactions qui furent commises. On apprend aussi que le navigateur Lapérouse, envoyé par Louis XVI, ne cherchait pas à soumettre les peuples tels qu'on pourrait le croire aujourd'hui lorsqu'il
partait à la recherche de nouvelles contrées, il ne cherchait pas à les soumettre stricto sensu. Il cherchait plutôt à faire respecter la France, à la faire connaître et à la faire aimer. Bon, c'est totalement naïf et totalement utopiste, hein, nous sommes d'accord. D'ailleurs, il sera fait prisonnier par une tribu anthropophage en Océanie, et les Malais, et il y mourra. Les enfants, encore une autre preuve, c'est que les enfants sont aussi très fiers d'appartenir au pays qui a été le premier à avoir mis un terme à l'esclavage, et ils le clament haut et fort, cette fierté, ils la clament haut et fort lorsqu'ils évoquent Montesquieu. Autre valeur omniprésente, la bonté. Cette idée d'aider son prochain, sans se mettre en avant, sans égoïsme. Évidemment, les hommes d'église, nous l'avons vu, sont particulièrement cités, toujours avec fierté. L'histoire de Saint Vincent Paul est à ce titre éloquente. La bravoure accompagne généralement la bonté. Et là aussi, l'exemple le plus probant reste héros parmi les héros. On a cité Jeanne d'Arc, nous avons cité Vercingétorix, et il y a Bayard et il y a Du Guesclin, cet héros français par excellence, guerrier patriote au grand cœur. Encore mieux, pour souligner la bravoure, encore mieux, Ambroise Paré, le chirurgien de 4 rois de France, qui, durant l'épidémie de la peste du XVIe siècle, décida de ne pas quitter Paris avec le roi qui fuyait, entre guillemets, et de rester là pour sauver les malades. Il eut d'ailleurs cette phrase extraordinaire un jour, après avoir sauvé un homme, il dit « Je l'ai pensé, Dieu l'a guéri ». Pensé avec un A. Autre personne qui peut aussi représenter la bravoure, vraiment, c'est Jean Bart, qui recueille peut-être même tous les suffrages, seul et désarmé sur un navire anglais, et un navire anglais et son équipage. Il réussit l'exploit de les faire tous prisonniers et de les ramener tous en France. Donc les Anglais, leur équipage et le bateau, contre lui seul désarmé. C'est assez drôle. Ou alors Eustache de Saint-Pierre, bourgeois calaisien qui voulut donner sa vie au roi d'Angleterre pour ne pas sacrifier des Calaisiens. Édouard III, et pour sauver la France en quelque sorte. L'auteur adore mettre en avant des personnages historiques issus de milieux modestes, partis de rien et devenus de grands serviteurs de la France. Le sculpteur David, par excellence, Saint Vincent de Paul, nous l'avons vu, Du Guesclin, Bayard. Mais aussi les travailleurs qui sont mis à l'honneur. Alors Colbert entre dans cette caste des travailleurs, tout comme Corneille d'ailleurs, que l'auteur considère comme un gros travailleur, et même La Fontaine. Alors partie 3, allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value de façon humble. Alors le livre doit-il être conseillé aux enfants d'aujourd'hui, aux adolescents d'aujourd'hui? Eh bien oui, telle serait notre réponse. Pour une raison simple, c'est que dans le marasme actuel, dans la fange actuelle, totalement anti-française, un tel livre ne peut être que salutaire, même s'il est républicain, même s'il a des mauvais côtés, nous le verrons dans la deuxième phase de cette partie 3. Attardons-nous d'abord sur les bons côtés. Premier bon côté. Un livre écrit avec des subjonctifs plus que parfaits, des passés antérieurs et destiné à des cours moyens, sérieusement, comment est-ce possible? Comment a-t-on pu tomber aussi bas? Je ne crois pas qu'un lycéen sache aujourd'hui ce qu'est un subjonctif plus que parfait. Enfin, au moins il y avait une volonté de faire progresser l'élève à cette époque. Deuxième point positif, toujours dans la même veine, cette idée de transcendance est omniprésente. L'enfant, qui a des devoirs, nous le verrons avec les maximes, l'enfant, puis la famille, puis la France, puis Dieu. Oui, Dieu est quand même présent dans cette édition-là, puisque c'est la première édition que nous avons eue entre les mains. Vous comprendrez. Mais un tel livre serait interdit aujourd'hui, interdit dans les écoles, interdit d'études dans les écoles. Troisième point positif, l'héroïsme qui est mis en avant à travers le parcours de ces deux enfants totalement impavides, solides et fiers. C'est le socle d'une nation, l'héroïsme.
Quatrième point positif. Tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une société saine et qui cherche à élever ses enfants, eh bien c'est présent dans le livre. La droiture, la hiérarchie, le respect des anciens, le devoir de chacun. Enfin, dernier point, celui qui fait un petit peu sourire, dernier point positif, ce sont les maximes rafraîchissantes comme une eau de source montagneuse. Ces maximes sont présentes au début de chaque chapitre. Il y en a des dizaines, nous en avons gardé quelques-unes. Nous aimerions simplement que vous pensiez au monde d'aujourd'hui. À travers chaque maxime, nous allons vous laisser une seconde et j'aimerais que vous imaginiez le monde d'aujourd'hui à côté de la maxime répétée il y a presque 150 ans. Vous allez apprécier le gouffre qui nous sépare. Ô mon frère, marchons toujours main dans la main, unis par un même amour pour nos parents, notre patrie et Dieu. Les enfants d'une même patrie doivent s'aimer et se soutenir comme les enfants d'une même mère. Voulez-vous qu'au premier coup d'œil on pense du bien de vous? Soyez propres et décents. Les plus pauvres peuvent toujours l'être. Décents. Les ivrognes sont un fléau pour leur pays, pour leur famille et pour tous ceux qui les entourent. Les beautés de la nature doivent élever notre pensée vers Dieu. Honneur et probité, voilà la vraie noblesse. Ce qu'il y a de plus heureux dans la richesse, c'est qu'elle permet de soulager la misère d'autrui. Celle qui arrive est une phrase de la mère du chevalier Bayard. Enfants, faites que votre père et votre mère, avant leur mort, aient à se réjouir de vous avoir eu pour fils. Dernière, il y a quelque chose de supérieur au génie, c'est la bonté. Passons maintenant au mauvais côté. Évidemment, vous devinez, c'est le côté république. Alors la République et la France, ce ne sont pas du tout la même chose. La France, c'est une patrie charnelle, ça sous-entend un ancrage, des traditions, une culture. La République, c'est un système politique ou une forme de gouvernement qui devient une idéologie et dont les valeurs se déclinent à l'infini. Comprenons-nous bien, cela veut dire que la France et la République ne peuvent pas cohabiter. L'un va manger l'autre, l'un va croquer l'autre. Dans ce livre, c'est plutôt la France qui prédomine. C'est ce qui fait la différence avec notre monde actuel. La France dominait quelque peu la République, mais le ver était déjà dans le fruit, bien sûr. Souvenez-vous de Gambetta, Gambetta qui, au moment de la Deuxième République, disait « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Donc dans ce livre, vous l'avez remarqué, le catholicisme est consubstantiel à la France. La description qui est faite de la France, des vertus françaises, colle parfaitement avec le catholicisme et ses vertus. Pourtant, aucune référence n'est faite, ou si peu, à la monarchie. C'est un peu comme si ce livre reflétait une période où la République reconnaissait la France comme intrinsèquement catholique. Une République qui pourtant se construit contre le catholicisme, mais dont les programmes scolaires sont éclaboussés par les vertus catholiques. C'est comme s'il y avait une période de l'histoire où la République n'avait pas encore gobé la France. Eh bien, en 1905, ça va commencer à changer de bord, on va dire. Puisque avec la séparation de l'Église et de l'État, dès 1905, la France va se voir obligée, au nom de la laïcité, de caviarder. Donc le livre sera caviardé. On va lui enlever des passages catholiques, au nom donc de cette laïcité, et fini Saint Vincent de Paul, fini Bossuet, fini Fénélon. Et pire que ça, c'est-à-dire que les passages où les enfants disaient « Oh mon Dieu, les pauvres » seront remplacés par « pauvres petits ». Donc toutes les références à Dieu, toutes les paroles sur l'âme, sur l'élévation seront supprimées. Ce qui est drôle, c'est que évidemment les crimes commis par la République n'existent pas dans le livre.
C'est lorsque la République décapite, lorsque la République commet le génocide vendéen ou pratique la terreur, tout ça, ça n'existe pas. On a un petit passage qui reflète bien cette pensée, sorte d'apothéose républicain qui se retrouve à la page 214. Lors d'une petite maxime. Il faut se soumettre à la loi même quand elle paraît dure et pénible. Oui, ce n'est plus à Dieu que l'on se soumet, mais bel et bien aux lois de la République, même si elles nous paraissent iniques ou immorales. D'accord ? Donc à la justice des hommes. Donc il faut, ce n'est plus devant Dieu que l'on se met à genoux, c'est devant les lois de la République. Et maintenant, ce n'est même plus devant les lois de la République, c'est devant une communauté quelconque. C'est de pire en pire. Hein. Bref, les élites républicaines ne comprennent plus la dimension sacrée de la loyauté, c'est vraiment la marque de la République de toute façon. Dans notre prochain livre, nous parlerons justement des origines de cette République française universelle. Que jamais ne sorte de la France la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous, abonnez-vous et la cloche. Quam Deo avus ad sacramum, des purs et des